Je vous remercie d'avoir écouté. Bonjour à toutes et à tous, au micro Mohamedou Oumfa pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition matinale du mardi 31 décembre 2024. Voici le sommaire. Au Kenya, la police tire des gaz lacrymogènes et arrête des dizaines de manifestants qui protestaient contre des enlèvements d'opposants. En Guinée, l'opposant Aliouba, placé sous mandat de dépôt pour offense au chef de l'État, malgré la vague d'indignation des leaders d'opinion qui dénoncent les exactions croissantes du pouvoir. L'ancien président américain Jimmy Carter, décédé dimanche, a marqué de son empreinte le continent africain, notamment à travers sa fondation. Pour nous, Africains, c'était un grand homme. D'abord, c'est le premier qui a visité le continent. Mais mon souvenir le plus frappant, c'est la lutte contre les vers de Guinée. L'analyse de l'ancien fonctionnaire de l'ONU, Ahmed Ould Abdallah, à suivre dans la partie magazine. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques avec Nani Talani et les sports présentés par Eric Manirakiza. Mais pour commencer, voici le journal. En Guinée, l'opposant Aliouba a été placé sous mandat de dépôt hier lundi pour offense au chef de l'État. Son incarcération intervient au moment où plusieurs personnalités politiques et de la société civile dénoncent les exactions croissantes du pouvoir envers les voix critiques. Jean-Roger Bion. À sa sortie du tribunal de Kaloum avant d'être conduit à la maison d'arrêt de Conakry, Aliouba a déclaré le point levé. On va se battre, la vérité est de notre côté. L'arrestation arbitraire d'Aliouba s'inscrit dans la politique d'élimination systématique des personnes opposées à l'arbitraire et aux excès du Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, ont déclaré dans un communiqué 150 universitaires et journalistes. Nous voulons dire haut et fort notre refus de la terreur. Nous voulons réitérer avec force et conviction notre indignation face à la continuité de la brutalité du pouvoir, poursuivent-ils. Un communiqué de la Fondation de l'innovation pour la démocratie, signé par l'historien camerounais Achille Mbembe, a également exigé la libération immédiate des opposants incarcérés ou disparus. L'interpellation jeudi de cet opposant, Aliouba, chef du mouvement démocratique libéral, est la dernière en date d'une longue série dans le cadre des sévères restrictions des libertés imposées par le régime du général Mamadi Doumbouya, qui a renversé le président civil Alpha Condé en 2021. Au Kenya, la police a tiré lundi des gaz lacrymogènes et arrêté avec violence des dizaines de manifestants qui protestaient pacifiquement contre une nouvelle vague d'enlèvement de jeunes opposants. Des dizaines de manifestants ont répondu à un appel à manifester dans la capitale Nairobi, brandissant des pancartes à l'effigie de certains disparus, scandant leur nom et appelant à leur libération et la fin des enlèvements. Les forces de sécurité kenyanes ont été accusées d'être derrière des dizaines de disparitions à la suite des manifestations anti-gouvernementales de juin-juillet dans ce pays de l'Afrique de l'Est, au cours desquelles plus de 60 personnes ont été tuées selon des ONG. La Commission nationale des droits de l'homme du Kenya a recensé la semaine dernière 7 cas d'enlèvement signalés ce mois-ci, parmi lesquels 6 sont toujours portés disparus. Le président William Ruto a promis vendredi de mettre fin aux enlèvements. Au Mali, un tribunal de Bamako a condamné lundi à 2 ans de prison, dont un ferme, l'opposant Issa Kaoundim, pour avoir critiqué les militaires au pouvoir au Burkina Faso voisin. Figure politique malienne, M. Kaoundim avait mis en doute, lors d'une émission sur la télévision locale Joliba TV News, la crédibilité d'un supposé coup d'État déjoué au Burkina Faso. Il est ainsi condamné à la prison, ainsi qu'à payer une amende d'1 million de francs CFA par le pôle national de lutte contre la cybercriminalité, qui dépend du tribunal de Bamako selon une source judiciaire. Fermé depuis novembre par les autorités maliennes en raison des propos de M. Ndim, Joliba TV News a écopé mi-décembre d'une suspension de 6 mois. Issa Kaoundim a été l'un des vice-présidents du Conseil national de transition, l'organe législatif des militaires au pouvoir au Mali, avant de se prononcer en faveur d'une fin rapide de la période dite de transition censée rétablir un régime dirigé par des civils. Plus de 70 personnes sont mortes dans le sud de l'Éthiopie après la chute d'un véhicule dans une rivière. Les autorités locales déplorent un horrible accident. Alexandrine Holognon. Le véhicule a chuté dimanche vers 17h30 heure locale dans la rivière Gelana, dans la région de Sidama, située à environ 300 km au sud de la capitale Addis Abeba. Selon le responsable de communication des autorités régionales, le conducteur du camion transportant des ouvriers dans des plantations de café et un groupe qui se rendait à un mariage
a perdu le contrôle sur une route sinueuse. L'accident a été particulièrement horrible car le cours d'eau contenait beaucoup de grosses pierres sur lesquelles la plupart des victimes se sont écrasées, a-t-il ajouté. Sur les 76 passagers, 71 sont jusqu'ici décédés, selon un bilan dimanche soir des forces de l'ordre régionales. L'accident est le plus meurtrier dans le pays depuis un quart de siècle. Les accidents de la route sont fréquents en Éthiopie, où les routes sont souvent mal entretenues. En septembre, un bus avait dévié sur une rivière du sud du pays, faisant au moins 28 morts et 19 blessés graves. Au Tchad, le parti de l'opposant Succès Masra a appelé lundi à une nouvelle transition au lendemain d'élections législatives, provinciales et locales, marquées par une faible participation et des accusations de fraude de l'opposition. Une nouvelle transition est devenue une évidence inéluctable et indispensable pour faire dialoguer tous les Tchadiens en tirant les leçons de cet échec, peut-on lire dans le communiqué du parti Les Transformateurs. Le mouvement patriotique du salut, parti proche du pouvoir, a balayé les accusations d'irrégularité, soulignant que certains partis de l'opposition ont opté pour une stratégie destructrice en boycottant les élections, ce qui les prive ainsi de l'opportunité de prouver leur capacité à gérer, même à petite échelle, les affaires publiques. VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Ici aux États-Unis, les drapeaux sont en berne suite au décès dimanche de l'ancien président Jimmy Carter, au moment où sa vie politique et son œuvre philanthropique sont saluées par tous les bords politiques. Rosine Mounezero. Le président américain Joe Biden a décrété une journée de deuil national le 9 janvier pour celui qui fut président de 1977 à 1981 et ordonné que les drapeaux américains soient mis en berne pour une période d'1 mois, y compris donc lors de l'investiture de Donald Trump à Washington le 20 janvier. Le président démocrate a appelé tous ceux qui cherchent à savoir ce que signifie de vivre une vie qui a un but et un sens à étudier celle de Jimmy Carter, un homme de principe, de foi et d'humilité. Même si j'étais en profond désaccord avec lui, philosophiquement et politiquement, je me suis aussi rendu compte qu'il aimait et respectait véritablement notre pays, a cependant déclaré le président élu Donald Trump sur sa plateforme Truth Social dimanche. Les autres successeurs de Jimmy Carter à la Maison-Blanche lui ont également rendu hommage, Barack Obama saluant une personne remarquable, George W. Bush, un homme de conviction profonde, tandis que pour Bill et Hillary Clinton, Jimmy Carter a œuvré sans relâche pour un monde meilleur et plus juste. Artisans des accords de Camp David qui ont abouti en mars 1979 à la signature du traité de paix israélo-égyptien, le 39e président des États-Unis avait été vivement critiqué dans son pays lors de la prise d'otages d'Américains en Iran. Joe Biden a annoncé des funérailles nationales sans en préciser la date. L'ex-président américain devrait être enterré après les cérémonies prévues à Washington et Atlanta, capitale de la Géorgie, aux côtés de son épouse et fidèle compagne de route, Rosaline, décédée l'an dernier à l'âge de 96 ans. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken s'est entretenu hier lundi avec l'opposant vénézuélien Edmundo González Urrutia, reconnu par Washington comme le président élu du pays. Dans cet entretien, M. Blinken a réaffirmé l'engagement des États-Unis à soutenir la volonté du peuple vénézuélien telle qu'elle s'est exprimée dans les urnes, le rétablissement pacifique de la démocratie au Venezuela et la libération de tous les prisonniers politiques injustement détenus, selon un communiqué du département d'État. La réélection de Nicolás Maduro lors de la présidentielle du 28 juillet pour un 3e mandat de 6 ans a entraîné des protestations et des affrontements avec les forces de l'ordre, faisant 28 morts et près de 200 blessés. L'opposition estime que son candidat Edmundo González Urrutia l'a emporté avec plus de 67% des suffrages. La prestation de serment de M. Maduro est prévue le 10 janvier. Le département américain du Trésor a annoncé lundi dans un courrier adressé aux élus de la Chambre des représentants avoir été victime d'une cyberattaque début décembre, mais sans risque pour des éléments classifiés. Selon le courrier, l'attaque a concerné plusieurs postes de travail au sein du Trésor et aurait été réalisée selon les indications disponibles par un acteur soutenu financièrement par la Chine. Il s'agit cependant d'un incident majeur de sécurité informatique, reconnaît le ministère. Le parquet azerbaïdjanais a affirmé lundi que la Russie lui avait promis d'identifier et de punir les personnes impliquées dans l'accident d'un avion de ligne azerbaïdjanais qui, selon Bakou, a été touché par des tirs russes. Plus de détails avec Eddie Sango.
La promesse a été faite par le chef du comité d'enquête russe, Alexandre Bastrikin, qui, selon le procureur général azerbaïdjanais, Kamran Aliyev, a indiqué que des mesures intensives sont prises pour identifier les coupables et les amener à répondre pénalement de leurs actes. Moscou a promu une enquête complète, exhaustive et objective, en plus des investigations menées au Kazakhstan, où s'est écrasé l'appareil mercredi dernier, révèle le parquet azerbaïdjanais. La Russie n'a pas admis sa responsabilité dans ce crash qui a fait 38 morts. Des experts d'Azerbaïdjan, du Kazakhstan, des Russies et du Brésil participent aux enquêtes. Les boîtes noires ont été envoyées au Brésil où l'appareil a été fabriqué pour être analysé. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a affirmé dimanche que l'avion de ligne d'Azerbaïdjan Airlines qui effectuait la ligne Bakou et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Nani Talani. Au Bénin, le président Patrice Talon a promulgué la loi de finances 2025 après son approbation par l'Assemblée nationale. Le budget fixé s'élève à 3 551,5 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 11% par rapport à 2024. Axé sur des priorités sociales, le budget met l'accent sur le renforcement des infrastructures socio-économiques et la préparation des élections générales de 2026. Au Togo, les députés ont voté le budget 2025, dont les recettes s'élèvent à 1475,6 milliards de francs CFA contre 1279,1 milliards en 2024, soit une hausse de 15,4% grâce principalement aux recettes fiscales. Les dépenses budgétaires passent à 1675,8 milliards de francs CFA contre 1636,3 milliards en 2024, principalement à cause de la hausse des dépenses de personnel et des charges liées à l'atténuation des recettes. Pour terminer, en 2025, le Cameroun prévoit de générer 154,2 milliards de francs CFA au titre de l'impôt sur les sociétés pétrolières, selon le rapport de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Ce montant fait partie des recettes pétrolières globales du pays qui devraient atteindre 734,8 milliards de francs CFA. Mais ces recettes seront en baisse de 8,3% par rapport à 2024 à cause de la chute du prix mondial du pétrole et la diminution de la parité du dollar par rapport au franc CFA. Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Eric Manirakiza. Salut Eric. Bonjour Mohamedou. Les instances du football européen demandent à l'Union européenne de s'impliquer dans la réforme des règles de transfert. L'UEFA, les ligues nationales en Europe et les représentants des joueurs ont demandé dans un courrier à la Commission européenne d'accueillir des discussions sur la réforme du système des transferts dans le football. Daté du 6 décembre, ce courrier signé aussi par l'Association européenne des clubs et le syndicat des joueurs FIPRO entend rebondir sur l'annonce le 23 décembre d'un nouveau cadre temporaire des transferts par la FIFA en réaction à une récente décision de la Cour de justice de l'Union européenne et à l'approche du mercato d'hiver qui ouvre mercredi. Il propose de mener ces échanges dans le cadre du comité du dialogue social sectoriel du football professionnel de l'Union européenne. Ces discussions auraient pour but notamment de renforcer la stabilité financière à travers des cadres réglementaires solides et qui favorisent la mobilité et les droits des joueurs, indique l'UEFA et ses partenaires. La FIFA serait invitée dans le comité en qualité de conseillère. La FIFA a ajusté sa réglementation sur les transferts de joueurs après une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui a examiné en octobre, à la demande de la justice belge, le cas de Lassana Diarra, international français, ayant contesté il y a 10 ans les conditions de son départ du Lokomotiv Moscou. Le nouveau cadre temporaire de la FIFA a porté sur les règles régissant les indemnités pour rupture de contrat ou encore les procédures devant le tribunal du football. Rashford de retour dans l'équipe de Manchester United. L'attaquant Marcus Rashford, non sélectionné lors des 4 derniers matchs de Manchester United, figure parmi les remplaçants retenus pour affronter Newcastle en Premier League lundi à Old Trafford. L'entraîneur Ruben Amorim s'est passé des services de l'international anglais depuis mi-décembre pour des raisons sportives.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mohamedou Oumfa, toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. En RDC, l'un des principaux syndicats de médecins annonce avoir durci la grève entamée en octobre, faute de réaction concrète du gouvernement. Conséquence, il n'y a plus de médecins dans de nombreux hôpitaux publics congolais depuis samedi dernier. Pour en savoir plus sur ce mouvement de grève, Edi Sango a joint le docteur Patrick Boloko. Il est secrétaire exécutif du SINAMED, le syndicat national des médecins de la RDC. C'est depuis samedi 28 décembre que nous avions radical, ça veut dire que les médecins ne vont plus être dans les hôpitaux. Les médecins vont rester chez eux à la maison et tous les malades qui ont été hospitalisés vont être renvoyés dans les hôpitaux privés et il n'y aura que 2 hôpitaux par jour qui vont s'occuper que des urgences. Et là, c'est sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa et toute l'étendue de la République sauf les provinces en état de siège. Et là, c'est combien d'hôpitaux qui sont concernés par cette grève? Vous avez une idée? Non, c'est tous les hôpitaux. Il n'y aura pas de travaux. Les médecins vont rester chez eux parce que le gouvernement n'a pas honoré ses propres engagements. Les médecins ont gardé les services minimums pendant 2 mois, croyant que le gouvernement pourra répondre, mais le gouvernement qui a promis. Et comme vous le savez, monsieur le journaliste, le président de la République a annoncé solennellement que les médecins avaient reçu ce qu'on leur avait promis depuis le 12 décembre, mais cela n'a pas été effectif jusqu'à aujourd'hui. Les médecins en ont tellement marre parce qu'ils ont fait confiance à ce gouvernement et le gouvernement ne fait que nous dribbler. Qu'est-ce que vous revendiquez, vous les médecins, exactement? Ce que nous revendiquons, c'était ce qui a été signé à Bibois le 19 octobre 2024. C'est-à-dire que nous devions évaluer l'accord qui a été signé. 1, il fallait qu'on aligne 1000 médecins. 2, il fallait qu'on paye les médecins qui ont déjà été payés, qui ont toujours été payés à leur grade actualisé. Et 3, il fallait qu'on paye le 3e palier des logements et de transport. Et cela n'a pas été effectif. Vous avez commencé votre grève depuis le mois d'octobre. Est-ce que vous tenez compte des conséquences? Vous tenez compte de votre serment d'Hippocrate? Est-ce que vous tenez compte des dégâts que cela peut amener? Comme vous le savez, Hippocrate qui a écrit les serments, il a aussi écrit les testaments d'Hippocrate qui disaient que le médecin doit avoir un embonpoint, juste un bon embonpoint. Le médecin doit avoir le plus beau parfum de la ville, comme vous le savez. Le médecin qui n'est pas bien nourri, qui n'est pas bien pris en charge, est-ce qu'il rendra très bien son travail? Je ne pense pas. Et la grève n'est que l'ultime. Nous, les médecins, nous commençons déjà par négocier d'abord. Nous lançons les préavis, nous négocions, nous déposons les cahiers des charges. Ce n'est que lorsque le gouvernement n'arrive pas à honorer. Et comme vous le savez, la population congolaise est la population de l'État congolais qui a le devoir de prendre en charge sa propre population en créant des hôpitaux, en mettant un bon système de santé, en engageant un personnel qualifié et en les rémunérant correctement. C'est ce que les médecins ne font que réclamer. Où en êtes-vous exactement avec les négociations? Le 19 octobre, le gouvernement et nous avons signé un document et un communiqué final qui reprenait les engagements du gouvernement de la République. Mais nous sommes passés à la paix du mois d'octobre, rien n'a été fait. À la paix du mois de novembre, rien du tout. Et on nous a appris que tout devait être fait en décembre ici. Et nous nous rendons compte que la paix de décembre passe, rien n'est effectif. Docteur Patrick Boloko, secrétaire exécutif du SINAMED, le syndicat national des médecins de la RDC. Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM, en République démocratique du Congo. Au Bénin, l'année 2024 a été marquée par de nombreux bouleversements sur le plan politique, des récriminations sur la réforme du système politique en passant par l'audit du fichier électoral, la course pour la succession de Patrice Talon et une tentative de coup d'État déjouée. Notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé, revisite les grands faits de l'actualité politique cette année dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. La réforme du système politique était censée mettre un terme à la pléthore de partis au Bénin. Cela a peut-être été le cas les premières années après l'adoption de la réforme du système. Mais 2026 s'approchant, on assiste à une recrudescence de création de partis politiques. Tout laisse penser que les vieux démons sont de retour. Pour Franck Béanzin, qui est juriste, il s'agit d'une évolution. Les partis politiques au quotidien s'adaptent à la réalité. Donc ce que nous observons, c'est une évolution
dans la vie des partis politiques. Le journaliste Distel Amoussou n'est pas de cet avis et appelle à un effort pour des réformes qui font avancer. La loi a un hic là où moi je pense vraiment qu'il faudrait que les honorables députés retournent à l'Assemblée pour corriger. En 2024, l'actualité politique au Bénin a été marquée par la question liée à la succession de Patrice Talon. Les populations veulent un homme intègre qui ne remettra pas en cause les acquis. Il faut un bon successeur pour continuer ces activités. Nous avons serré les ceintures pour en arriver là. Donc il faut un bon successeur. Qui va succéder à Patrice Talon? Parce que on se pose la question de savoir si celui-là fera mieux que Patrice Talon ou fera autant que Patrice Talon. S'il y a quelque chose qui tue l'Afrique aujourd'hui, c'est ce phénomène de troisième mandat. D'autres personnes aussi ambitionnent quand même de prendre le pouvoir. Ceux qui sont autour de lui aujourd'hui, qui travaillent, vous allez voir que vers la fin du mandat de Talon, vous allez voir qu'il y a une fissure. Mais que pense le chef de l'État béninois à ce sujet? À plusieurs reprises en 2024, Patrice Talon a martelé sa détermination à se retirer pour laisser la chance à un autre de faire ses preuves. Mais il a insisté sur la nécessité de sauvegarder les acquis. Je ne vais pas dire après moi le chaos. Donc je serai actif pour que la suite, l'idéal que nous sommes en train de bâtir ensemble. Donc nous serons tous actifs pour que la suite se passe, sinon mieux que ce qu'on voit aujourd'hui. Mon souhait est que le Bénin progresse, que demain soit meilleur à aujourd'hui et qu'on constate tous que le meilleur est à venir. Le Bénin a également essuyé une tentative de coup d'État qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Au cœur de cette affaire, deux proches du chef de l'État, son ami personnel Olivier Bocon et son ancien ministre des Sports Oswald Homeki. Je souhaite simplement que le droit en la matière soit dit, parce qu'il faut éviter la conquête du pouvoir en violation de l'ordre constitutionnel. Il faut la paix, il faut arriver au pouvoir par les unes. Le pouvoir ne peut pas être au bout du fusil ou le résultat de la violence. L'histoire gardera également que le président béninois a refusé tout pardon qu'il pourrait accorder à des acteurs politiques en prison ou en exil parce que accusés d'avoir voulu déstabiliser le Bénin. Pour Patrice Talon, le pardon est divin. De Cotonou, Ginette Fleur-Adondé pour VOA Afrique. Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Les hommages se multiplient à travers le monde après la disparition de l'ex-président américain et prix Nobel de la paix Jimmy Carter, mort dimanche à l'âge de 100 ans dans sa ville natale de Géorgie. En Afrique, de nombreux observateurs saluent notamment son engagement en faveur de la paix et du soutien humanitaire. Pour en savoir davantage sur son héritage africain, Eric Manirakiza a joint à Bruxelles l'ancien fonctionnaire de l'ONU Ahmed Ould Abdallah, directeur du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel-Sahara. Je l'ai connu à deux occasions. Après le Burundi, en 1995, le président Carter, qui avait créé sa fondation à Atlanta, avait demandé au secrétaire général des Nations Unies que je vienne le voir à Atlanta pour parler des crises africaines. Parce que le président Carter était fondamentalement pour la paix. Et c'était une occasion donc, les Nations Unies ont accepté que j'aille lui rendre visite à Atlanta. En plus, j'étais très proche de son ambassadrice à Bruxelles, Anne Cox-Chambers, et il m'a reçu et il était absolument préoccupé par la violence, en particulier le génocide des Tutsis au Rwanda, mais content du travail que j'ai fait avec mes amis du Burundi pour éviter une pareille situation. Donc, il m'a reçu à son bureau, la fondation, à l'université. Mais plus tard, on est resté en contact. Et le 18 octobre, je le regarde parce que j'ai la date devant moi, le 18 octobre 2002, il m'a envoyé un mot de remerciement pour le soutien. J'étais parmi les gens qui soutenaient, sans bien sûr qu'il le sache au départ, sa candidature, notre proposition, nous qui reçoivent le prix Nobel de la paix. Et quand il l'a reçu, quand nous l'avons tous félicité, remercié, il m'a envoyé une lettre le 18 octobre 2002. Et j'étais à Washington à l'époque, à la Coalition mondiale pour l'Afrique. Et c'est quelqu'un qui est très connu dans le domaine de la santé en Afrique. C'était un grand homme. Pour nous, Africains, d'abord, c'est le premier qui a visité le continent. Mais mon souvenir le plus frappant, en dehors de ce que je viens de dire, c'est la préoccupation qu'il avait pour la lutte contre les vers de Guinée. C'était le Mali, le Burkina Faso, une partie de la Côte d'Ivoire. Et je pense, si mes souvenirs sont bons,
il a travaillé étroitement avec le président Toumani Touré à Tété. Et je pense aussi qu'il a rendu visite à Blaise Compaoré, parce que le verre de Guinée était une catastrophe. Et on doit lui rendre hommage pour ce qu'il a fait pour ces régions. Sa fondation a également œuvré pour le renforcement de la démocratie en Afrique. Absolument. J'ai travaillé avec lui plus tard. Sa fondation était pour la promotion de la paix, de la tolérance et de la démocratie. Et il avait une série d'observateurs des élections, des transitions. J'ai dirigé des missions en Tunisie, par exemple, mais aussi dans toute la région. Mais ce qui me frappe le plus en dehors de l'intérêt pour l'Afrique, c'est son extrême modestie comme président, son extrême modestie, président de sa fondation, président des États-Unis, le souci qu'il a du sort des populations, des gens fragiles, des États fragiles. C'est un très grand monsieur, très grand monsieur. Ahmedou Ould Abdallah, ancien fonctionnaire de l'ONU, directeur du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel-Sahara. This is the voice of America. Washington, D.C. Ici à Washington DC, le 20 janvier 2025, Donald Trump redeviendra président des États-Unis. Parmi ses nombreuses promesses de campagne, il y a celle de libérer la production énergétique américaine avec un effet sur le coût de vie des Américains. Comme le rapporte Catherine Gibson, correspondante de la VOA au Congrès, les projets de Donald Trump pourraient être compliqués par l'interdépendance mondiale complexe en ce qui concerne les approvisionnements en pétrole et en gaz. Son reportage est relaté par Dili Diko. En août, Donald Trump, alors candidat républicain à l'élection présidentielle, a fait une promesse. Notre effort pour maîtriser le coût de la vie consistera à mettre fin à la guerre Biden-Harris contre ce qu'on appelle l'énergie américaine. Nous allons forer, oui, forer. We will drill, baby, drill. Cela devrait devenir une priorité absolue lorsque le président élu prêtera serment le 20 janvier. Donald Trump souhaite augmenter l'approvisionnement en pétrole en accélérant l'octroi de permis de forage et en intensifiant la prospection pétrolière au large des côtes américaines. Certains analystes estiment que les compagnies pétrolières pourraient s'opposer à cette initiative. James Coleman est professeur en droit et expert en droit de l'énergie et des infrastructures à l'Université du Minnesota. Nous n'avons pas vraiment les moyens de forcer les pays, de forcer les entreprises à extraire plus de pétrole. Et souvent, les investisseurs ont leurs propres préoccupations. Si la production de pétrole est trop importante, les prix risquent de chuter. Donald Trump a également proposé de développer les exportations de GNL, le gaz naturel liquéfié. Le ministre de l'énergie du Qatar, Saad Sherida Al-Kabi, a déclaré au début du mois qu'il n'avait aucune inquiétude quant à la promesse de Donald Trump de lever le plafonnage des exportations de GNL. Le GNL supplémentaire, la concurrence supplémentaire sont les bienvenus, même si vous étendez les exportations de GNL et que vous dites que nous allons exporter 300 ou 500 millions de tonnes supplémentaires des États-Unis. Tous ces projets sont menés par des entreprises privées qui examinent la viabilité commerciale des projets. Le choix de Donald Trump pour diriger le ministère de l'énergie, Chris Wright, PDG d'une société de services pétroliers, s'est heurté au début de l'année à Sean Casten, membre démocrate du Congrès, au sujet de ses déclarations sur le changement climatique. Vous avez dit, il n'y a pas de crise climatique. Nous ne sommes pas non plus en pleine transition énergétique. L'humain et les formes de vie complexes sont tout simplement impossibles sans dioxyde de carbone. L'idée d'une pollution par le carbone est scandaleuse. Reconnaissez-vous avoir dit toutes ces choses? Absolument. Ok, ce sont des conneries. Qu'est-ce qui est mauvais? Laquelle de ces choses est mauvaise? De nombreux projets énergétiques de Donald Trump ne peuvent être réalisés sans la coopération de l'Organisation des exportateurs de pétrole et d'autres producteurs de pétrole. À nouveau, James Coleman. Nous exportons beaucoup de produits énergétiques vers le Canada et le Mexique, de sorte que si ces pays appliquaient des droits de douane réciproques, cela pourrait avoir un impact négatif sur nos producteurs. Je pense donc que la plupart des acteurs du secteur de l'énergie espèrent qu'il ne s'agit là que d'une première salve.
Contrairement à l'administration Biden qui donnait la priorité aux énergies renouvelables et à la lutte contre le changement climatique, Donald Trump compte également réduire les crédits d'impôt pour les véhicules électriques. C'est la fin du Monde aujourd'hui. Mohamed Oumfa, je vous remercie d'avoir écouté.